Bonjour à tous, bonjour à toutes. La grande boucle terrain de jeu aussi pour la tech des vélos designés grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT qui s'invite dans le Tour de France. Comment le monde du vélo intègre les nouvelles technologies. Réponse dans ce numéro spécial d'En route pour demain. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission qui va mêler vélo et technologie. On vous envoyait un d'ailleurs de vélo juste devant moi sur le plateau et particulièrement on va parler, c'est un vélo du Tour de France. Donc Tour de France et technologie, conception de vélo, traitement des données. La tech a fait son entrée depuis plusieurs années sur le Tour mais se démarque singulièrement cette année quand à l'IA, quand le cloud se met au vélo. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bonjour Pascal Carré. Bonjour. Directeur communication de Lapierre. Alors Lapierre, c'est votre vélo qui est sur notre plateau. C'est aussi le vélo d'un certain nombre de coureurs du Tour de France, Groupama FDJ, que vous équipez notamment, qui est une des équipes phares. Et cette année, vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour faire ce joli design de vélo avec du rose dessus. Mais ça, on va en parler dans un instant. À vos côtés, David Hubert. Bonjour, Pauline. Bonjour, directeur général de NTT LTD. Alors NTT, c'est une entreprise japonaise. À la base, vous récoltez des données sur chaque étape parce que sur ce vélo Lapierre, en fait, il y a des petits capteurs, un petit capteur en particulier, la vitesse, position des coureurs, des données qui nous permettent en fait à nous spectateurs de mieux suivre la course, de repérer qui roule à quelle vitesse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Pascal Carré, donc Lapierre propose sur ce tour ce vélo, donc c'est le Xelius SL, c'est ça C'est exact. je le prononce bien. Donc c'est un vélo qui a été conçu avec l'intelligence artificielle et notamment le décor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce projet, pourquoi vous avez voulu utiliser de l'intelligence artificielle? Alors, en fait, on voulait célébrer la 110e édition du Tour de France. Et en fait, on voulait faire un petit design particulier. Alors, on peut créer le design en interne. Et puis, en fait, on a eu l'idée, parce que le mouvement, il est quand même assez dynamique et on en parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. On a rencontré les artistes d'Obvious Art, à qui on a donné carte blanche au mois d'octobre l'an dernier. On leur dit, bah voilà, on veut un vélo spécial pour le Tour de France, vous avez carte blanche et à vous de nous proposer un design. Oui, eux d'habitude, ils font plutôt des NFT, ils font plutôt des choses sur des surfaces planes. Donc là, faire quelque chose Exact. sur un vélo avec plein de tubes, ça doit être Ça a, plus compliqué. ça a été extrêmement compliqué pour eux, parce que justement, effectivement, d'habitude, ils travaillent sur de la 2D. Là, la forme des tubes 3D fait que ça a complexifié un petit peu leur idée de design. Après, ils sont partis sur un concept de la rotation, du mouvement, que ce soit du vélo ou des cyclistes. Et c'est ce qui a donné un petit peu ce design atypique ou particulier. Est-ce que ça a entraîné justement peut-être la modification de certains petits angles, de certaines petites pièces du vélo, où vous leur avez dit, il faut que ça matche sur ce vélo-là, vous débrouillez comme vous voulez? Alors, il fallait que ça matche sur ce vélo-là particulièrement, parce que c'est le vélo qui est utilisé à 90%, voire 95% sur le Tour de France. Les coureurs ont un autre vélo pour les étapes très rapides, pour les sprinteurs. Or, cette année, le Tour de France est quand même très montagneux. Donc, en fait, il fallait vraiment que le design rentre sur ce vélo-là. Là, on parle de design, c'est pas un peu juste pour dire on fait un truc avec l'intelligence artificielle, ou est-ce que derrière vous vous dites l'année prochaine, l'année d'après, on va peut-être utiliser l'IA pour aller au-delà de juste la déco et concevoir vraiment le vélo ou certaines parties du vélo? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de concevoir un vélo. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, comme l'aérodynamisme, le lay-up carbone qui fait que le matériau, il faut qu'il ait des valeurs de rigidité qui correspondent aux coureurs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de construire un vélo à 100%. Il y a de l'optimisation topologique qui existe, qui est faite grâce à l'IA. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore appliqué dans le vélo. Optimisation topologique, c'est-à-dire vous faites évoluer le vélo selon l'étape, si Non, ça va être... en fait, l'intelligence, les formules mathématiques, l'intelligence artificielle donne des formes, l'optimisation des formes. Mais encore une fois, là, on est vraiment sur un objet plutôt complexe, puisqu'on doit jouer à la fois sur la légèreté, la rigidité et l'aérodynamisme. Et en fait, il faut qu'on réponde à tous ces demandes, ces besoins des coureurs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas encore de faire ça. David Hubert, c'est un peu votre vélo aussi finalement parce que vous avez mis un petit capteur dessus, enfin un petit capteur qui est alors du coup dans la selle, c'est ça? Il est installé... Alors, c'est pas le mien, j'aimerais bien que ça soit le mien, parce que 8,6 kg, je crois, bravo. 6 kg 9. 6,9 kg, pardon, bravo Lapierre. Donc, effectivement, je travaille pour une société qui s'appelle NTT, qui est un groupe japonais. Donc, nous, on accompagne nos clients dans tout ce qui est data, c'est-à-dire la transformation digitale, à la fois en termes de conseils d'infrastructure,
Et effectivement, depuis 2015, on a noué un partenariat avec ASO pour digitaliser l'expérience du Tour de France. Et Donc ça a ASO, les commencé. organisateurs du tour, donc ça veut Oui, dire qu'est-ce que vous récupérez de données sur ce vélo et alors sur tous les autres vélos aussi qui on met sont un dans le peloton? capteur, alors qui n'est pas visible là, mais qui est effectivement sous la selle, qui pèse une centaine de grammes et qui récupère en temps réel toutes les informations de vitesse, de position. Et donc là, on a déjà un certain nombre de données qui arrivent. Et ces données, on vient les enrichir par énormément de données contextuelles, donc en termes de météo, de vent, de température, de topologie, de profil de la route. Et tout ça, ça nous donne un jeu de données par vélo et par coureur qui est extrêmement important. Et on utilise ces données, on les transmet, on les sécurise et ensuite on les met à disposition d'ASO qui ensuite les distribue vers effectivement tout ce qui est télé, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. Donc sur De les manière à chaînes diffuseurs, changer. c'est grâce à vous qu'on voit que tel coureur est à tel endroit, roule Exactement, à telle vitesse tout au long de exactement. la Si course. vous En regardez fait, la c'est grâce à télé, vous. vous voyez ça. Puis on a une application qui s'appelle Le Tour aussi, sur laquelle il y a effectivement tous les coureurs, les positions, les groupes. Et puis peut-être que Pascal en parlera, mais ce que ça a permis de faire aussi, c'est que la stratégie est très importante dans le vélo. Et à un moment donné, c'était pas toujours facile avec simplement une moto et quelques caméras de suivre la stratégie des coureurs, etc. Et là, on voit tout de suite la composition des groupes, qui est avec qui, comment les équipes peuvent être séparées en plusieurs groupes, comment ils vont essayer de retravailler ensemble. Donc ça donne toute une interactivité finalement, qui était ce que souhaitait l'ASO pour engager les fans de manière différente. On parlera justement du côté un peu et stratégique et prédictif, mais c'est vrai que rappelez-nous, hein, sur chaque vélo, vous récoltez 1 million de données par étape, donc ça paraît énorme parce qu'il y a quand même plus de 120 vélos qui sont sur le tour. Il y a encore quelques années, on était avec une petite ardoise à la craie pour donner le nom, et je parle de ça au milieu des années 2010. Hein, Oui, on ne oui, pèle pas en effectivement, il 1980. y avait, Donc, en fait, c'est les motos qui donnaient beaucoup d'informations, notamment sur la position, la vitesse des coureurs. Et notamment, bon, effectivement, quand on voulait connaître la vitesse d'un coureur, par exemple, c'est la moto qui était derrière, qui, avec son GPS, donnait la vitesse approximative du coureur. Maintenant, on a des choses extrêmement précises. Je ne sais pas si vous avez regardé quelques étapes, mais par exemple, on sait exactement quelle est la vitesse moyenne de Pogacar dans l'ascension de tel col, et on peut la comparer par rapport soit à ses poursuivants, soit etc. C'est extrêmement précis, et ça permet aussi de faire de la prédiction. Et derrière, on peut donner des données prédictives et commencer à engager donc les fans du Tour de France sur qui a plus de chances de gagner l'étape, la course, prédiction, ça etc. veut dire que vous êtes capable de dire, selon la topologie de l'étape, selon la météo, selon ce qu'a pu faire le coureur dans d'autres, peut-être l'année d'avant, sur des étapes un peu similaires, vous pouvez prédire qui peut Alors, remporter, ou qui a de bonnes chances de remporter l'étape? voilà, si on pouvait prédire à 100%, je pense que Ça, les non, choses on seraient un ne peu serait pas différentes. ici à en Mais parler, mais effectivement, on fait des prédictions qui sont basées sur tout ça, et notamment sur l'historique des performances du coureur, sur des situations similaires, on injecte des données sur où sont ses équipiers par rapport à là où il est lui, et on arrive à donner des prédictions. Et donc, il y a notamment l'ASO, l'association Sport Amaury, organisation qui organise le Tour de France. Elle met sur certains de ces plateformes des jeux en ligne pour que les gens puissent aussi regarder quelles sont leurs prédictions, qu'est-ce que donne la prédiction des données qu'on peut récolter, et créer comme ça une émulation sur le Tour de France. ce type de données, Pascal Carré, les équipes que vous accompagnez, elles les utilisent, elles s'en servent pour définir leur stratégie de course. Elles collectent peut-être aussi d'autres données qui ne sont pas collectées forcément par David. Alors, ils ont des données que la société NTT n'a pas, c'est le capteur de puissance qui est sur les vélos au niveau du pédalier. Donc ça, c'est une valeur qui est très importante pour les coureurs et qui peut être récupérée quasi en direct par les équipes. Pourquoi c'est important? Expliquez-nous pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément en cyclisme. Parce qu'il y a des seuils de puissance qu'il ne faut pas dépasser, et au-delà duquel le coureur va faire des lactates et il va avoir des crampes. Donc du coup, il faut toujours qu'il reste dans une certaine zone de confort dans son effort. Et je suppose Et, qu'on peut peut-être savoir avec le poids du coureur aussi si finalement il est déjà, C'est ça, il a la déjà fait fréquence son cardiaque, la effort, ou... puissance développée fait qu'ils peuvent savoir s'ils sont plutôt bien ou pas bien et du coup donner une indication sur leur état de forme du jour et du moment. Ce qui fait que sur vos vélos, Pascal, il y a les capteurs de David dans la selle, mais il y a d'autres capteurs qui sont installés à d'autres endroits. Alors au niveau du pédalier, sur les vélos, tous les vélos des coureurs ont un capteur de pédalier avec un capteur de puissance, oui. Et ce côté prédictif, ça devient de plus en plus important. Je fais le parallèle avec la F1. On a déjà parlé dans une émission ici justement de l'utilisation de toutes les données, notamment des données publiques, hein, pour définir des stratégies, des scénarios, des choses qui pourraient se passer. On va aussi loin dans le Tour de France et dans le vélo. On va très loin.
On va très loin, on va très loin et un autre exemple, c'est, je vais parler de notre conception de cadre. On est sur des différences de grammage, de lay-up de carbone entre un grimpeur et un rouleur sprinter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des cadres quasi sur mesure en termes de rigidité. Ça se joue à 20 grammes près, donc on a un cadre à 725 grammes pour le plus léger, 745 grammes pour un coureur un peu plus lourd comme Stéphane Kung. Mais cette petite différence fait toute la différence pour les coureurs qui, eux, nous demandent soit des vélos d'être le plus léger possible, mais on a la limite UCI de 6,8 kg, donc on ne peut pas être plus léger que 6,8 kg avec l'ensemble des composants. Mais on va jusqu'à optimiser le poids des cadres des vélos à 20 grammes près pour avoir le meilleur ratio rigidité-poids. Toutes ces données, David, que vous collectez, du coup, c'est des données publiques, on les voit à la télé, on les voit sur les étapes du Tour de France sur les écrans. Est-ce que vous avez une offre plus professionnelle à destination des équipes pour peut-être être partenaire avec certaines équipes et leur fournir d'autres données pour justement aller dans la stratégie, pour faire de la comparaison? Alors non, parce que ce n'est pas notre mission, hein. Le partenariat qu'on a signé avec ASO, qui est donc organisateur du Tour de France, il consistait en deux volets. Un premier volet qui était effectivement d'abord de créer des données, puisqu'il n'y en avait pas, ensuite de les récolter. C'est pas toujours simple parce que vous êtes sur une configuration où il y a 3500 km de route, il n'y a pas toujours de couverture, etc. Ensuite, les agréger, les contextualiser et les présenter pour engager donc les fans, comme on disait tout à l'heure. Puis il y a un deuxième volet qui est un certain nombre de données qui sont utiles à ASO pour son organisation du Tour de France. Donc on a créé une application qui s'appelle ASO Event, qui est là et pour les organisateurs et qui va assez loin puisqu'on traque aussi évidemment à travers ces objets connectés l'ensemble des voitures du Tour, mais aussi la caravane. Puis on a digitalisé une partie du village. Vous savez que le village, c'est quelque chose de très compliqué. Ça bouge tous les jours, il s'installe, ça change de configuration en permanence. Donc on a des informations pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais là, c'est un peu plus pour, je dirais, les opérations, la sécurité. Et ça, c'est pour ASO. Mais pour ce qui est des données des coureurs et des équipes, là, on est vraiment sur un domaine où la compétition sportive est telle que on ne souhaite pas mettre un pied là-dedans et je pense que les équipes ne souhaitent pas non plus qu'on mette un pied là-dedans parce qu'il y a une segmentation des données, une confidentialité qui est absolue en fait. Justement, vous me dites, on le voit bien, hein, la France est plutôt bien couverte en termes de réseau 3G, 4G, 5G. Il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Comment vous faites? Ça veut dire que vous avez un camion, vous avez des antennes qui se promènent pour être sûr Alors, de pouvoir tout capter. Il y a des fois où juste vous perdez le signal pendant un moment, vous ne savez pas où sont vos différents cyclistes. Alors ça, c'était la grande hantise au début, hein, la solution, parce qu'en 2015, les premières discussions ont eu lieu quelque part au mois de janvier avec ASO, et le Tour de France, c'était au mois de juillet, et il fallait que ça marche. Donc non, en fait, on a un système de relais entre les capteurs, les motos, des hélicoptères ou des drones qui survolent le Tour de France et qui renvoient tout ça. Donc maintenant, on n'a aucun problème de couverture, où qu'on soit, on arrive à capter toutes les données. Pendant un temps, en fait, parce que la solution, il faut voir que c'est une solution qui est très agile, c'est-à-dire vous posiez la question tout à l'heure à Pascal, est-ce que ça va évoluer la conception du vélo? Évidemment, je le suppose, et nous, notre solution a évolué. Au début, on ramenait toutes ces données dans un énorme camion qui suivait le Tour de France, puis tout ça, ça s'est cloudifié, donc on l'a mis dans des instances numériques qui sont à distance, et puis on a virtualisé cette information, et du coup, elle est accessible de manière totalement différente. Donc la solution évolue beaucoup. Mais effectivement, vous avez raison, la collecte des données n'est pas si simple. Et c'était un des grands enjeux dans les premières échéances. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le Tour de France chez vous pour justement collecter, tout envoyer, tout trier, être sûr que tout fonctionne tout le temps? Alors, dans la première phase, parce que la première phase du projet, là, il a fallu faire un pilote, donc là, il y avait pas mal de monde mobilisé. C'était 2015-2016 à peu près Voilà, en c'est termes. ça, à peu près. Maintenant, on est dans une phase un peu plus stabilisée. Je dirais qu'il y a une vingtaine, entre 20 et 30 personnes qui sont des gens, beaucoup de développeurs, qui développent les applications, qui recodent un certain nombre de choses, qui sont basés d'ailleurs de manière virtuelle dans différents pays, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir tout le monde présent Sur le physiquement tour, sur le tour. Et d'ailleurs, heureusement que cette solution a évolué de la sorte, parce qu'avec le Covid, on aurait été bien embêté à un moment donné s'il fallait faire venir tout le monde sur le tour. Donc on a virtualisé cette solution, et il y a en gros entre 20 et 25 personnes, peut-être une trentaine de personnes techniques qui gèrent tout le tour pour l'ASO depuis ce partenariat qui dure depuis 9 ans. Pascal, vous nous parliez tout à l'heure de ce grammage des vélos qui est essentiel, où ça se joue à 10 grammes, 20 grammes, peut-être même moins. Ces capteurs, justement, comment vous faites? Parce que je suppose qu'on a envie d'en mettre de plus en plus pour avoir de plus en plus d'informations quand on est une équipe. Comment vous faites justement pour les intégrer, pour vous dire, bon, ok, un petit capteur, ça pèse pas grand-chose, mais quand on en met un, deux, trois, on a peut-être envie de se dire, on pourrait avoir une caméra embarquée comme sur une Formule 1. Enfin, ça commence à faire du Ils ont poids. des caméras embarquées.
Ils ont des caméras embarquées. Nous, en fait, Lapierre n'apporte pas de solution technologique à ce niveau-là. Au niveau des capteurs, on pourrait, on a même écouté le bruit du cadre pour savoir comment ça résonnait, pour savoir comment il vivait Comment un ça petit peu. chante un cadre Comment finalement? ça chante? Bah, ça chante, c'est assez difficile à décrire. Euh, mais en fait, les capteurs, ils sont apportés par des composants périphériques qu'on ne fabrique pas, mais on doit, nous, par exemple, adapter la position de l'aimant pour que le capteur se connecte bien et transmette bien les informations au coureur sur son GPS. Donc nous, sur cette partie-là, on n'intervient pas trop, on n'a pas trop de choses à développer à ce niveau, mais par contre, c'est vraiment tous les retours ou toute la phase de développement où là, on joue sur les capteurs, des capteurs de déformation ou de vibration ou des capteurs de souplesse qui vont nous permettre de savoir comment réagit, comment vit le cadre. Oui, et ça finalement pour vous, pour développer le vélo de demain, c'est justement un vélo dans 2, 3, 4 ans. Il y aura des évolutions techniques majeures à attendre, des nouveaux matériaux peut-être qui vont arriver? Alors, on est déjà sur le travail du prochain vélo qui sortira peut-être sur 2024, voire 2025. Là, on est vraiment en phase de test, les premiers tests. Euh, on- L'évolution, elle se joue vraiment principalement sur les fibres de carbone. C'est là où on va vraiment aller améliorer la performance, le dynamisme du cadre et sa légèreté. On est toujours limité par les 6,8 kg Bien sûr. d'ASO. Mais en fait, oui, on va jouer avec les matériaux composites et on cherche des nouvelles solutions. Combien vous produisez de vélos total pour un Tour de France? Alors, on ne raisonne pas pour un Tour de France, on raisonne à l'année. On fournit à peu près 250 cadres à l'équipe Groupama FDJ, un peu plus d'une centaine à FDJ Suez, parce qu'on fournit aussi l'équipe féminine Féminine, World bien sûr. Tour FDJ Suez. Donc on peut considérer sur le Tour de France, l'équipe emmène environ 50 cadres, 50 vélos, sachant qu'il y a les chutes à prendre en compte et le remplacement des cadres. David, vous parliez tout à l'heure de connexion. On se dit tout de suite, toutes ces données, franchement, si on les pirate, on est un peu le roi du pétrole. Il doit y avoir un côté cybersécurité qui doit être important quand même, Ouais, avec des ouais, ouais. vélos qui transmettent des millions de données comme ça sur chaque jour. Exactement. Donc, effectivement, ça fait partie de notre solution, hein, c'est la donnée, mais c'est aussi sa protection. Et donc, on a tout un arsenal de mesures et de solutions de cybersécurité, justement, pour garantir la confidentialité des données. Alors après, ces données, on les met à disposition, hein, mais c'est un accord qu'on a avec ASO et on le fait. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais comme tout ça, c'est en temps réel, finalement. Ça se fait à travers ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des interfaces entre différents logiciels qui communiquent. Et donc, avec ASO, on a défini une liste d'interfaces et on envoie des données avec des flux qui sont sécurisés vers les personnes qui sont autorisées à les recevoir. Mais vous avez raison. Alors, j'ai plus les derniers chiffres, mais je crois que quand on avait encore notre camion de données là, qui suivait le Tour de France, on a eu un nombre d'attaques les premières années qui était faramineux. Puis en plus, comme c'était nouveau, tout le monde voulait tester le truc pour savoir, un, est-ce que ça résiste, et deux, est-ce qu'il y a des données intéressantes à aller chercher. Donc, vous avez raison, la sécurité est hyper importante. Et dernière question, sur ce Tour de France, vous intégrez ChatGPT. C'était pour vous faire un peu de com ou ça sert vraiment à quelque Alors, chose oui et non. On va dire que bon, tout le monde parle tellement de ChatGPT partout, c'est un petit que peu c'était bien à de le toutes les mettre sauces. dans En fait, ce qu'il y cette a, c'est année? qu'on a un media wall, en fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement toujours ce camion qu'on peut faire visiter, soit des clients, des partenaires, ou même à des gens qui suivent le Tour de France. Et donc, on a un media wall qui retrace un peu tous les événements qu'il y a en simultané au Tour de France. Et ce media wall a une interface, et c'est une interface en langage naturel. Et on peut lui poser à peu près toutes les questions qu'on veut sur le Tour, sur le gagnant de 1983, sur la dernière fois qu'il y a une étape qui empruntait un morceau de route identique à celui de l'étape d'aujourd'hui. Et une grande partie des éléments contextuels et de langage est fournie par ChatGPT pour cette interface, voilà, qui est une interface, je vais dire, en langage naturel. Est-ce que demain, cette interface en langage naturel va être reportée dans notre application qui s'appelle Tour de France? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une avancée intéressante parce que l'interface est beaucoup plus naturelle. Bah, rendez-vous du coup peut-être en 2024 pour voir si vous le mettez sur plaisir. l'appli. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va rester dans le monde du vélo, mais on va parler cette fois-ci vélo électrique avec notre prochain invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Des vélos pliants, des VTC, des VTT, Neomove est un des spécialistes français du vélo électrique. Bonjour Sophie Guiès. Bonjour Pauline. Vous êtes la directrice générale de Neomove, donc une entreprise de la Sarthe fondée il y a 20 ans. Ça fait, vous fabriquez des vélos électriques, mais alors là vous avez accéléré. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter Neomove?
Ouais, je crois qu'on peut dire que NeoMove, c'est une entreprise pionnière dans le vélo électrique, puisque je pense que c'est la première société française qui a été sur le segment unique du vélo électrique en 2003. Oui, ça date quand même Voilà, maintenant. donc on a mis plus de 140 000 vélos sur les routes en 20 ans. Et donc cette année, nous fêtons nos 20 ans. Et votre croissance, elle s'est vraiment accélérée, surtout depuis 3 ans, puisque si je reprends les chiffres 2020, vous étiez à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal. Et là, 2022, plus de 30 millions. C'est quoi? C'est le post-Covid? C'est cette redécouverte du vélo, notamment en France? Ouais, je pense qu'en effet, on a vu que la crise Covid avait accéléré grandement le marché du vélo et notamment du vélo électrique comme mode de transport alternatif. Et avec tous les sujets qu'on a vus autour de la supply chain qui a été très perturbée, donc qui a à la fois créé des opportunités de croissance et qui a réinterrogé en fait toute l'industrie sur sa façon de produire. Et justement, la supply chain, on est là pour en parler avec vous aujourd'hui, puisque pour soutenir votre croissance, vous venez de racheter votre partenaire au Portugal, avec notamment une nouvelle usine. Pourquoi vous avez fait ce choix de finalement racheter le partenaire avec qui vous produisez des vélos depuis plusieurs années? Oui, justement, notamment pour sécuriser notre production. Donc Unibike, cette manufacture qui est située au Portugal, est un spécialiste et de la peinture de cadre et de l'assemblage. Et nous travaillons depuis une dizaine d'années avec cette entreprise. Et elle a récemment créé une nouvelle manufacture en 2021 qui est complètement moderne, qui est au plus haut standard de qualité. Et on s'est dit que c'était une opportunité de la racheter, en sachant que c'est une entreprise très entrepreneuriale, puisque dirigée par Sergio Ramos, un dirigeant qui l'a fondée, et donc qui avait une très bonne relation avec Philippe Wechsler, le fondateur de NeoMove. Et Sergio Ramos a souhaité vendre sa société à Philippe Wechsler. Finalement, oui, on voit que vous avez deux structures d'entreprise qui sont assez proches. L'approvisionnement pendant le Covid, ça a été un problème. Il y a des moments où vous aviez des commandes, vous ne pouviez pas sortir de vélo parce que justement, on manquait de pièces, c'était compliqué de les produire. Oui, je pense que dans le secteur, on a tous été évidemment très perturbés. Comme je vous l'indiquais, comme notre société a 20 ans, on a un écosystème avec nos différents fournisseurs qui est riche. Donc, on a toujours eu des plans B. Donc, on a réussi toujours à fournir nos clients. Et d'ailleurs, c'est la raison de notre croissance, puisqu'on a toujours été là pour eux et on avait capacité à s'approvisionner relativement simplement, même si parfois c'était un peu rocambolesque. Vous êtes installé dans la Sarthe, à La Flèche. Aujourd'hui, vous dessinez seulement là-bas, vous dessinez et vous produisez au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre chaîne de l'entreprise, son quartier général, son headquarter est à La Flèche. Donc nos salariés sont à La Flèche et on a la conception à La Flèche, tout notre SAV. Donc toute l'assistance à nos clients, le centre logistique, les vélos passent par La Flèche et sont vérifiés, la qualité est revue à La Flèche et tous nos services administratifs. On a évidemment des commerciaux sur le terrain en France, puisqu'on visite nos clients, donc on a des commerciaux sur le terrain et par ailleurs on a 2 filiales en propre, l'une en Angleterre et l'autre en Espagne, qui sert aussi le Portugal. Et la production des vélos concrètement, elle est au Portugal. Voilà, c'est ça. Donc tous nos vélos sont peints et assemblés au Portugal. Et les pièces, du coup, sont fabriquées au Portugal ou vous achetez un peu partout et vous assemblez au Portugal? Non, les pièces sont achetées un peu partout dans le monde et on connaît un peu ce marché. Donc il y a encore beaucoup de pièces qui viennent d'Asie, notamment les cadres, les batteries, les moteurs. Mais évidemment, depuis cette crise, je pense qu'elle a amplifié la vision de beaucoup de pays d'aider en effet les industries plus locales et notamment il y a eu des lois anti-dumping qui ont fait qu'on a rapatrié de la production, de l'assemblage, mais aussi pas mal de création de pièces en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Là, Unibike, c'était votre partenaire depuis longtemps, qui avait une logique industrielle à les racheter et à aller plus loin dans ce partenariat. Le Made in France, c'est une option aujourd'hui qui est possible pour un producteur de vélo ou ça coûte beaucoup trop cher? Il y a beaucoup de nos collègues et confrères un certain nombre qui ont des manufactures en France. Donc c'est possible. Alors ils n'assemblent en général pas tout en France quand même. Mais c'est vrai que nous, on a joué le partenariat européen et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts. Il y a toute une économie dans la Bike Valley qui fait que... Oui, parce que Unibike est justement installé dans cette vallée du vélo au Portugal. Donc le recours à la main-d'œuvre qualifiée, experte, c'est évidemment très important. Donc la qualité des gens, l'expertise, sont des métiers encore, bizarrement, je pense qu'on ne pense pas vu de l'extérieur, qui sont encore très manuels.
très manuel. Écoutez, merci beaucoup Sophie Guest d'avoir été avec nous aujourd'hui. En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business ce week-end. Et puis en multidiffusion sur Tech Co. Prenez soin de vous et à très vite. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.